prendre l'ascenseur jusqu'au quatrième. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nilso. Chapitre 7. Le dessin d'observation. Deuxième partie. Même les petites bonnettes ont un côté prophylactique. L'Arc de Triomphe. L'Institut. La Défense. Il y a des choses à dessiner. Ça m'occupe beaucoup le dessin d'observation. Je trouve que c'est un super pouvoir dans l'existence d'avoir la capacité de pratiquer le dessin d'observation. Je vais me rapprocher de ton micro, comme ça tu n'auras pas à tendre le bras. Et j'ai commencé à le faire petit garçon, c'est-à-dire tôt dans ma vie, j'ai retrouvé des dessins d'observation que j'avais fait même avant 10 ans. Je commençais à tâter un peu d'un petit bout de bâtiment. Mais comme une discipline, en fait, tard, vers 27 ans. C'est-à-dire 27 ans, décision d'avoir sur moi constamment, ou presque constamment, de quoi dessiner, aussi bien un ou plusieurs petits carnets que dans un sac à dos, quelques techniques qui permettent, si j'ai le temps, de choisir celle qui sera le plus appropriée pour le motif que j'ai devant moi. Et donc, quand j'ai commencé comme une discipline, c'est-à-dire que je faisais un dessin d'observation par jour, au moins. Et ça a duré quelques temps. Ensuite, je me suis autorisé un peu de relâchement, mais c'était suffisamment accroché en moi pour que ça devienne un apanage de ma vie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout de ces 6 premiers mois d'exercice quand j'avais 27 ans ? C'est que ma main s'est vraiment mise à me dire merci pour l'exercice que je lui avais proposé. Elle était à la fois, si j'ose dire, plus docile et plus indépendante, ce qui paraît contradictoire, mais le fait est qu'elle avait une manière de s'approprier l'extérieur qui perdait en timidité, qui perdait en lourdeur, qui perdait en préjugés, qui perdait en prévention, et qui petit à petit se payait le plaisir d'accéder, si j'ose dire, directement aux choses, c'est-à-dire plutôt que de s'égarer trop longtemps dans des problèmes strictement graphiques, c'est-à-dire est-ce que je fais plutôt des hachures que des valeurs de grille en estompant avec le doigt, ou etc., devenait un outil pour convoquer sur la feuille ce que j'avais devant moi, c'est-à-dire convoquer une présence avant tout. Et donc cet exercice régulier m'a fait petit à petit, et pas tous les jours, parce qu'on a des jours avec et des jours sans, mais disons que petit à petit, j'ai gagné une certaine assurance, comme une perte de timidité en fait face à des êtres. C'est-à-dire qu'il y a toute une période de sa vie où, mettons, on a du mal à entrer dans un lieu rempli de gens, on a du mal à s'adresser à eux, et puis vient peut-être une période où ça n'est plus trop un problème, et où on se permet du coup d'exercer sa curiosité et son attirance pour des êtres qui sont rassemblés dans une pièce. Et ça devient du coup un peu plus facile, agréable et fertile que de les rencontrer. Il n'y a plus soi entre soi et les autres, si j'ose dire. Il y a un effet de plus grande adéquation, de plus grande immédiateté avec ce qu'on a devant soi. Donc je pense que c'est la même chose qu'il faut chercher à atteindre dans le dessin et dans la relation qu'on établit avec son environnement. Il faut petit à petit aller droit, arriver, si possible, à aller droit aux choses sans s'interposer
soi-même, avec ses inhibitions, avec ses craintes, entre nous et le motif et le sujet. Et ça, par les gammes, par l'exercice répété, ça vient assez naturellement au bout d'un certain temps. Comme je l'ai dit, ça vient pas une bonne fois pour toutes, c'est sinusoïdal. Il y a des moments où on perd ça, où on recommence à s'interposer, si j'ose dire, à s'aveugler soi-même, à se gêner dans l'accès aux choses. C'est intéressant parce que on se rend compte qu'on va pas bien, et donc le dessin devient une sorte de diagnostic sur ce qu'on est et qui on est au moment où on dessine. Et si on veut bien l'écouter, on peut essayer de s'en servir comme un diagnostic pour un traitement, c'est-à-dire s'appliquer toujours par le dessin à essayer de sortir de la mauvaise passe dans laquelle on sent qu'on est dans son dessin, et il s'avère que cette mauvaise passe elle a nécessairement des racines, des résonances, des sources dans notre psyché, dans notre vie quotidienne, et en l'arrangeant par le dessin, on peut arriver à l'arranger aussi dans d'autres secteurs de notre existence. Et ça, c'est l'avantage, l'agrément du dessin, c'est que comme c'est nous, comme c'est notre substance, comme c'est notre humeur, en modifiant cette humeur qui peut être trop parcimonieuse ou au contraire trop hémorragique, ça arrive. Il y a des moments où on dessine pas assez, il y a des moments où on dessine trop, il y a des moments où on dessine nerveusement, il y a des moments où on dessine en s'y obligeant, alors que somme toute on serait peut-être bien inspiré de faire autre chose. Tout ça, si on veut bien y réfléchir un peu, c'est-à-dire si on veut bien interroger l'état d'esprit qui est le nôtre au moment où on dessine, ça peut nous conduire à mieux exister. Et je ne crois pas au dessin comme quelque chose qui serait détaché, qui serait une aptitude qu'on exercerait de manière machinale ou strictement intéressée pour gagner sa vie. Je pense que c'est une composante de nous-mêmes dans laquelle il y a le tout. C'est une partie dans laquelle il y a le tout. Et en s'occupant bien de cette partie, il y a des chances qu'on fasse du bien au tout. Exceptionnel, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Là, il y en a des touches charmants. Oh, je crois. Toutes les situations sont intéressantes et possibles pour le dessin d'observation. Il faut juste qu'il y ait une coïncidence entre nous et ce qui est en train de se passer alentour. La seule chose qui puisse nous distraire de nous intéresser à notre environnement, c'est généralement une usure, une clôture intérieure, quelque chose qui fait qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas en état de voir. On est dans une période de vue basse, de cécité, où le regard est tourné vers le dedans parce qu'il n'a pas la ressource de regarder à l'extérieur, où il se protège, etc. Donc ça c'est au sein d'une même journée d'ailleurs, ça peut varier d'une heure sur l'autre, il faut le savoir. On est comme ça de toute façon, et on fait avec. Mais disons que la volonté de faire des dessins et donc de s'intéresser à son environnement, c'est aussi, on le sent bien, un ferment, c'est aussi une voie, une issue pour ces états de claustration, parce que on s'aiguillonne, si j'ose dire, en se donnant, parfois de manière un peu volontariste, pourquoi pas, mais on s'aiguillonne en se donnant mission de s'intéresser, parce qu'on est en train de poireauter dans la salle d'attente d'un dentiste ou à un feu rouge, de griffonner quelque chose, parce que sans ça, ce serait peut-être trop de désœuvrement, trop de laisser aller, alors il est évident que derrière tout ça, il y a une sorte de tension qui est l'espèce de conscience, qui est peut-être pas d'ailleurs la chose au monde la mieux partagée. On a soi-même, on a avec cet élastique-là des rapports divers selon qu'il est plus ou moins tendu ou détendu, mais enfin, conscience de la brièveté des choses, de l'existence, et l'espèce de volonté de se payer sur la bête, de profiter de son environnement, parce que arrivera un jour où
la fatigue physique, l'usure, la vieillesse fera qu'on pourra peut-être plus le regarder comme on le regardait précédemment. Alors ça, c'est pas nécessairement quelque chose à quoi on pense à 27 ans, mais après tout, quel que soit notre âge, moi j'ai eu la sensation de la perte très tôt dans l'existence. Je pense que c'est même une des sensations les plus précoces et les plus cuisantes de l'enfance, de sentir que quelqu'un qui était là n'est plus là. Après tout, quelle est je sais pas, là je réfléchis à voix haute et peut-être que je dis des bêtises, mais des premières choses, des premières circonstances dans lesquelles un enfant manifeste sont des plaisirs ou sa terreur, c'est quand maman sort de la pièce ou quand et qu'il voit plus ce qu'il voyait. Et l'idée d'être privé de notre environnement, des gens qu'on aime, je pense que c'est aussi un moteur puissant pour le dessiner. Faut garder une trace. Oui, en l'occurrence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la trace, c'est pas le dessin. La trace, c'est vraiment ce qui s'est déposé à l'intérieur de soi pendant qu'on dessinait et qui généralement est plus durable et mieux gravé que ce qu'on regarde sans les moyens du dessin. Donc, moi, assez clairement, je pense que j'ai toujours dessiné dans l'idée de conserver ce qui disparaît, ce qui se transforme, c'est-à-dire tout en fait. D'où l'idée qu'il n'y ait pas vraiment de petits sujets, qu'il n'y ait pas vraiment de choses banales ou inintéressantes, mais que si on veut bien commencer à analyser comment les choses sont faites, la plupart du temps, que ce soit une anatomie, une architecture, un végétal, il y a une quantité de questions qui se lèvent. Alors le dessin y apporte en partie des réponses, c'est-à-dire ce ne sont pas des réponses autorisées, par exemple, si on n'est pas un spécialiste de botanique ou le simple fait de dessiner nous renseignera évidemment pas sur le nom de telle ou telle partie de la plante ou sur le fait que cette plante dans quelques mois aura encore des feuilles ou pas, ça on n'en sait rien, mais par contre dans le dialogue du dessin, il y a une sollicitude pour l'objet qu'on dessine qui, elle, nourrit quelque chose qui est peut-être tout aussi important que la sphère de notre culture générale, qui est notre intuition, en fait, notre capacité à comprendre des choses par nous-mêmes en observant soigneusement et en se disant ah mais au fond si c'est fait ainsi il y a peut-être une raison et cette raison est peut-être celle-là, et du coup je trouve que quand on va voir un spécialiste, mettons le lendemain ou le surlendemain, quand on rencontre un jardinier, la question qu'on lui pose est peut-être déjà un peu mieux orientée que celle qu'on lui aurait posée si on s'était pas donné une idée de tout ça. Donc c'est une façon de cultiver sa présence et je crois qu'un des grands défis dans l'existence, c'est d'être présent. Le toit végétalisé. C'est marrant comme on peut se réjouir que quelqu'un se soit senti bien. Ah oui. Et un dessin, typiquement, fait état de ça. C'est-à-dire que si on a, je ne sais pas, prodigieusement aimé Franquin ou Hergé enfant, c'est tout autant pour le fait que c'est des gens qui racontaient bien les histoires et on aimait bien évidemment les péripéties qu'ils nous décrivaient. Mais moi je sais que tout petit, j'étais déjà profondément ému par leur capacité à dessiner un coin de rue, le bord d'un champ de blé piqueté de coquelicots, et parce que je pense que j'avais confusément, mais enfin c'est devenu plus que conscient avec le temps, l'idée qu'ils étaient passés par là et qu'ils avaient la possibilité de le restituer d'une manière que je trouvais magique, parce que ce que je voyais, c'était plus un dessin, c'était vraiment des vrais coins de rue et des vrais coins de champ. Et on a une façon de se réjouir intérieurement de la biographie des autres quand on voit qui se sont donné du bon temps, en fait. Je trouve que chez les dessinateurs, il y a de ça, c'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs de qui ça émane, et c'est peut-être ce qui fait la séduction principale de leur travail. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont
Quand on voit Causet, par exemple, bon, je C'est marrant, je pensais à sais pas quel âge il a ce monsieur, il est plus âgé que moi, je crois assez largement, il doit peut-être approcher même des 70 ans, j'en sais rien, et peut-être même plus. Bon, il a l'air d'en avoir 50 au compteur, il a toujours ses beaux yeux bleus, et on sent le gars oxygéné. On sent quelqu'un qui est allé se balader en montagne, qui a passé une partie de sa vie sans doute à... Alors j'imagine qu'il bosse beaucoup, donc il doit être aussi plus souvent qu'à son tour penché sur sa table, mais on sent qu'il fait son trek tous les ans, qu'il va sur les chemins, qu'il monte, qu'il descend, et on s'en réjouit. Je ne sais pas comment dire autrement, on s'en réjouit. On est content de ça. Ça nous fait du bien par ricochet. Parce que du coup, quand il dessine un cours d'eau, le cours d'eau est mieux renseigné qu'un cours d'eau qui serait purement conventionnel, parce que quelqu'un qui n'en a plus vu depuis 10 ans dessine un vague reflet, et puis lui il s'y est trempé la veille, ou s'y est pas trempé la veille, en tout cas il s'y est suffisamment trempé pour que, à vie, quand il dessine un cours d'eau, le cours d'eau glougloute, il y a des tanches et des carpes en dessous, il y a un saule pleureur penché dessus, et voilà, je pense qu'on a besoin de ce genre de vitamine dans les livres. Et je trouve que les dessinateurs d'observation sont des gens qui ont cette capacité. On sait que Franquin faisait beaucoup d'observations aussi. Il dessinait même en regardant la télé, ils sont en train de crebarder des physionomies. Je trouve que c'est un beau... Ça marche, quoi. C'est une valeur ajoutée immense par rapport à des travaux qui nous intéresseront ou nous toucheront moins, parce qu'on les sentira moins chargés en observation, moins chargés en expérience, en fait. On a besoin d'amis expérimentés. C'est ceux qui nous apportent le plus dans l'existence. C'est ceux qui peuvent nous dire « Regarde ça, va là, intéresse-toi à ce truc ». Et les bons dessinateurs font ça. Quand tu parlais de Franquin, juste ça, c'est que je me rappelle qu'on lui avait demandé de refaire certaines BD parce que c'était les toits de Charleroi. Ah oui. C'était trop près de chez lui et qu'on voulait qu'il fasse des toits plus communs. Ouais. C'est un peu triste. C'est ça. Moi, quand j'étais petit, je dessinais les fenêtres en T. On n'a pas de fenêtre en T en France, sauf un peu dans le Nord, mais c'est la fenêtre belge avec l'imposte au-dessus et puis les trucs en dessous. Quand on fait des croquis, on se rend compte de ça. Les fenêtres changent en fonction des pays. Exactement. Ouais. Mais pour moi, c'était les fenêtres de la bande dessinée. Et je trouvais ça génial. Cette forme de T me paraissait déjà extrêmement harmonieuse. Je me disais, c'est très très beau. L'horizontal en haut, le vertical de part et d'autre. Bon, et ben sur ce, merci Manuel. On se recoiffe. On part vers d'autres aventures, mais quand même on s'est croisés, donc c'est bien, on est content. Bonne journée. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nilso. Proposé par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula. Un enregistrement réalisé à la médiathèque Françoise Sagan, à Paris, dans le 10e arrondissement, le vendredi 2 octobre 2020, avec Nilso et Emmanuel Guibert.